Des cochons qui gambadent dans les chênaies, voilà l'image associée au jambon ibérique. Contrairement au jambon serrano, il provient d'un porc de race ibérique au pelage noir. D'où le nom pata negra, pâte noire. Ils fond au contact de la langue. La bouche est comme enveloppée d'un manteau de velours. Et c'est ce qui fait toute la magie d'un bon jambon ibérique Bellota. En Espagne, le jambon est un véritable trésor national. Mais quelles sont les conséquences de l'élevage porcin sur l'environnement ? Florencio Sanchidrian a besoin de se ravitailler. C'est pourquoi il rend visite à Jesus Martin Martin. Salut Jesus, ça fait plaisir de te voir. Pareillement. Je suis venu voir la qualité de ton jambon et lui faire tâter de ma lame. Tout est prêt, comme d'habitude. Florencio est un des meilleurs maîtres coupeurs de jambon. En Espagne, la découpe du jambon est un art. Florencio a officié pour le roi d'Espagne, Angela Merkel, et a été invité à la Maison-Blanche à de multiples reprises. Les jambons sont disposés en rang puis recouverts de sel. C'est tout. Si on prend ce jambon, on voit qu'il est entièrement couvert de sel. Il va reposer là un certain nombre de jours en fonction de son poids. S'il pèse 8 kilos, 8 jours, 9 kilos, 9 jours. Et ainsi de suite. On a toujours fait comme ça. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Contrairement aux méthodes industrielles, ici tout est fait à la main. Jesus est fier de perpétuer ce savoir-faire traditionnel. Moi et mes cousins, nous sommes liés par cette tradition familiale. Nous sommes la 3e génération. Le fait de se battre pour préserver cet héritage ancestral et être les meilleurs dans ce domaine, ça vous comble. Après avoir été salés en chambre froide, les jambons ibériques sont accrochés dans ce séchoir. Celui de Jesus peut en accueillir environ 12 000. Autrefois, du temps des Romains, on fabriquait déjà du jambon ici. C'est ce gras que l'on ne trouve que chez le porc ibérique qui va donner cette saveur si particulière au jambon. on voit la différence entre le porc qui a été nourri au gland et le porc qui a été engraissé avec du fourrage. Le Bellota brille, alors que le Sebo, lui, Ce n'est pas le cas. il lui manque quelque chose. Les choses ont bien changé depuis l'époque romaine. Aujourd'hui, la majorité des jambons ibériques sont fabriqués à partir de porcs issus de l'élevage intensif. Il en résulte différentes qualités de jambon. Depuis 2014, celle-ci doit être indiquée par un scellé de couleur. Étiquette blanche, porc ibérique élevé en box dans une ferme industrielle. Étiquette verte, Sebo de Campo, élevage intensif en extérieur, nourri au fourrage. Étiquette rouge, Bellota, porc croisé de 50 à 75% de race ibérique, mais élevé en extérieur et nourri au gland. Et enfin l'étiquette noire, Bellota, donc porc nourri au gland et 100% pure race ibérique. Les différences se ressentent surtout au niveau de l'odeur et du goût. Ça me rappelle l'odeur des fruits secs, du gland. Ça sent le cuir aussi. Le cuir et la croûte du pain cuit au feu de bois. Voyons ce que ça donne en bouche. Très important, toujours la couenne en premier. Au contact de la langue, il fond. La bouche est comme enveloppée d'un manteau de velours. Et c'est ce qui fait toute la magie d'un bon jambon ibérique Bellota. Un jambon de porc ibérique issu de l'élevage intensif coûte environ 120 €. Un jambon Bellota 100% ibérique coûte souvent près de 4 fois plus cher.
Mais la plupart des consommateurs ont du mal à faire la différence entre les deux. On associe systématiquement n'importe quel jambon ibérique au bellota. Mais il n'existe que 2 sortes de jambon bellota. Les 2 autres sont de qualité bien inférieure et proviennent de porcs qui n'ont pas été nourris au gland. C'est pour ça qu'il faut regarder l'étiquette et la provenance. En effet, outre les scellés, la région d'origine du porc soigneusement sélectionnée peut donner un indice sur la qualité du jambon. Pour Florencio, la question du choix ne se pose pas. Selon lui, c'est l'alimentation à base de glands qui confère au jambon sa saveur si particulière. Rafael Muñoz est un homme occupé. Cet éleveur de 39 ans doit veiller sur 2100 porcs. Un travail considérable car la plupart vivent dans d'immenses chaînées centenaires, également appelées dehesas. C'est le cri que faisaient les gens qui travaillaient ici. Quand j'étais petit et que je venais à la ferme, j'essayais de les imiter. Et finalement, aujourd'hui, j'arrive à le refaire à peu près. Raphaël est vétérinaire, mais il a toujours su qu'il reviendrait à la Chênaie. On y élève des porcs ibériques depuis 4 générations. Malheureusement, ce type d'élevage familial tend à disparaître. Rien qu'au cours des 4 dernières années, la production de jambon bellota a diminué d'1 tiers. Le porc est un animal noble, tranquille, qui apprécie l'homme. Il a une vraie relation avec lui. Il a un bon contact avec l'humain parce qu'il est bien traité. Il se sent bien avec nous. Les jambons de ces porcs portent une étiquette noire, 100% bellota, 100% ibérique. Mais il ne s'agit là que de l'exception qui confirme la règle. La seule mention ibérique ne garantit pas des jambons de cette qualité, ce qui entraîne une certaine confusion chez le consommateur. C'est fait exprès, car 80% des jambons ibériques sont fabriqués à partir de porcs issus de l'élevage intensif. Et cette part de la filière a une forte influence. Donc cette confusion dans l'image de marque ne leur fait aucun tort. C'est pour nous, les 20% qui pratiquons l'élevage en plein air, en DSA, et qui incarnons réellement cette image, que cette confusion est problématique. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ce type de produit. C'est un produit de luxe. C'est bien qu'il y ait du choix, même au niveau des prix. Mais les différences doivent être claires pour le consommateur. L'élevage dans les chaînées est plus difficile. L'éleveur n'a pas le même contrôle sur les bêtes que dans une porcherie. C'est pourquoi ce jambon est 4 fois plus cher que celui produit en élevage intensif. Les porcs ibériques passent environ 1 an dans la dehesa. Raphaël ne changerait son système pour rien au monde. Et le bien-être de l'animal n'est pas la seule raison. Ici, on a 1 porc par hectare. Un porc par hectare ne pollue pas. Dans les élevages intensifs, il y a 1 porc par mètre carré. Raphaël dit qu'il essaie de rendre sa production aussi durable que possible. C'est pourquoi, en plus des porcs, il élève aussi des vaches et des moutons qui mangent les plantes boudées par les cochons. Et il essaie également de cultiver lui-même les céréales destinées à nourrir ses animaux. Son collaborateur Dumitru laboure le sol à cet effet. Alors, comment va ? Cette parcelle m'a l'air déjà mieux. Non, j'ai encore un peu de travail. Mais c'est pas mal. La terre est déjà plus meuble. Très bien. Mais j'aimerais que tu ailles voir de l'autre côté. J'ai labouré de haut en bas et après j'ai croisé. Je pense que ça devrait aller, mais... Tu penses qu'il faut refaire un passage ou pas ? C'est ce que je me demande. Mais je crois qu'il vaut mieux pas. On verra si c'est suffisant. La sécheresse a laissé une terre aride. Dumitru doit encore labourer un autre champ pour rendre la terre suffisamment meuble.
Les chênaies souffrent de la chaleur. Nous sommes début octobre et il fait encore 35 degrés. Il y a moins de glands, ce qui signifie moins de porcs et donc moins de chiffre d'affaires. Le sud de l'Espagne se désertifie. Et cette immense région, la vallée de Pedroches, avec ses 300 000 hectares de chênes, forme un rempart contre cette désertification. Mais les surfaces occupées par les dehesas sont limitées. Et sans les élevages industriels, les besoins en viande de porc seraient loin d'être couverts. Raphaël considère cette forme d'élevage comme acceptable sur le papier, à condition que les éleveurs respectent les lois. Ce qui le dérange le plus, c'est l'impact environnemental. Cette surproduction a des conséquences. Donc de deux choses l'une. Soit on arrête et on réduit la production en limitant cette activité. Soit, et je pense que c'est la solution, on met en place un système de compensation pour les producteurs. C'est-à-dire que si cette activité néfaste pour l'environnement leur rapporte beaucoup d'argent, alors ils doivent en reverser une partie pour la lutte contre le réchauffement climatique. L'économie a toujours le dernier mot. Ils n'ont que ça à la bouche, l'économie, l'économie. Alors oui, c'est un secteur important. Mais on pourrait essayer de tendre vers une économie plus durable. La protection de l'environnement est une priorité pour Tomás Pérez. Il y a environ 30 ans, il est venu s'installer dans la région au nord de Carthagène pour y mener une vie tranquille au contact de la nature. Mais par la suite, les cultures maraîchères et l'élevage porcin intensif ont connu une forte expansion. Aujourd'hui, la région compte près de 1400 fermes qui accueillent plus de 2 millions de porcs. Ces méthodes industrielles n'ont fait qu'aggraver la pollution. Tomás a alors commencé à dénoncer les éleveurs qui enfreignaient la loi, ce qui l'a rendu assez impopulaire auprès de ses voisins. En tant qu'activiste dans le coin, je me sens impuissant, dépassé, et pas menacé, mais intimidé. Je ne suis pas bien vu. Avant de prendre sa retraite, Tomás travaillait dans le secteur de la santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'élevage intensif le préoccupe. Le lisier de porc se retrouve non seulement dans les rivières et les lacs, mais s'infiltre aussi dans les nappes phréatiques. À quelques minutes de voiture se trouve une ferme qui enfreint manifestement la législation. Pour être conforme, les fosses à purin devraient être constituées de matériaux étanches. Ici, j'ai dénoncé le fait que les fosses ne sont pas étanches. En gros, le lisier est directement en contact avec le sol, car les fosses n'ont pas de revêtement approprié. Et c'est assez courant. La plupart de ces porcheries abritent des porcs domestiques traditionnels, mais on y trouve aussi de plus en plus de porcs ibériques. Nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer les boxes sous prétexte que le reportage aurait porté un regard trop négatif sur l'élevage industriel et n'illustrerait pas correctement les défis des agriculteurs. L'année dernière, l'Espagne a encore renforcé les normes relatives aux fosses à purin. Dès 2025 en théorie, toutes les fosses devront être couvertes. Tomás ne croit plus que de nouvelles lois feront la différence. Un des restaurants de Florencio, notre maître coupeur, se situe dans le centre-ville de Madrid. Ce soir, il a prévu un événement spécial, une dégustation gratuite de jambon. Pour une découpe de jambon parfaite, il faut un temps de préparation. C'est pourquoi Florencio prend toujours un moment au calme pour aiguiser ses couteaux. J'ai emmené ce couteau court avec moi à la Maison Blanche. C'est un couteau très fin, regardez. Il est très léger, très fin. Je l'utilise quand je veux faire une découpe très lente. Et une tranche très fine. Il faut toujours l'affûter de bas en haut, sans appuyer.
Ce couteau est si fin que je pourrais briser sa lame en appuyant trop fort. La découpe du jambon est toujours un spectacle. Elle exige une tenue impeccable. Parfait. Serre plus fort. Parfait. Il ne faut pas que ça tombe. Pour Florencio, ce temps de préparation est une marque de respect. En tant que membre de l'équipe espagnole de gastronomie, il représente son pays lors d'événements organisés dans le monde entier. Le jambon ibérique est incontestablement le plus grand événement gastronomique d'Espagne. On découpe du jambon lors des communions, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Et à Noël, bien évidemment. Je le prends avec les doigts? Non, avec la bouche. Avec la bouche comme ça? Sentez l'essence véritable du jambon. Observez la façon dont l'arôme vous envahit. Sentez-le. Il vous caresse. Ils font dans la bouche. Tu es un artiste. Merci beaucoup. Merci à toi. La plupart des clients font le déplacement spécialement pour Florencio, son spectacle et son jambon. Il a beaucoup d'habitués. Ça, c'est l'Espagne. Ce jambon est le fleuron de la gastronomie espagnole. De nombreux pays ont essayé de nous copier, mais ils n'ont pas réussi, car c'est notre savoir-faire. L'Espagne est le pays d'Europe où l'on mange le plus de viande. Et le gouvernement le sait. Alberto Garzón, ministre espagnol de la Consommation, a appelé ses concitoyens à en manger moins. Une proposition qui n'a pas été particulièrement bien accueillie. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Qui a dit ça? Le ministre? Mais qui c'est ce ministre? C'est juste un homme avec une opinion. Les Espagnols ont la leur. Moi, je ne partage pas son avis. Celui-ci a un côté boisé et une touche de fruits secs. Ça n'a rien à voir. Ici, les saveurs sucrées et salées sont en harmonie et parfaitement équilibrées. Trinquer, c'est la joie, c'est l'amitié. Les amis, le jambon, il n'y a rien de mieux en Espagne. Le vin et le jambon. Mais le jambon Bellota n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix joue forcément. Si c'est pour préparer les sandwichs à ma fille, je préfère utiliser du jambon un peu moins cher. Mais quand je reçois des amis à la maison, j'aime leur servir du jambon ibérique. Malgré la quantité de jambon industriel sur le marché, dans l'esprit du consommateur, le jambon ibérique est toujours associé à la même image, celle de porc en liberté dans la nature. Dans les élevages en plein air, les porcs ou les taureaux côtoient les souris, les aigles, les lapins, les renards. C'est la nature. Tomás retrouve Julio Mas et Ramón Pagan. Les trois retraités se connaissent depuis longtemps. C'est leur passion commune pour la protection de l'environnement qui les a réunis. Et notamment une cause bien précise. À une demi-heure de route du domicile de Tomás, dans le sud-est de l'Espagne, se trouve la Mar Menor, la plus grande lagune d'eau salée d'Europe, classée par l'ONU comme zone humide d'importance internationale. Même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil, elle est aujourd'hui considérée comme l'une des étendues d'eau les plus polluées du pays. Par 2 fois déjà,
la lagune a vu sa population de poissons décimée et lors de l'été 2023, elle a subi une invasion de méduses, véritable indicateur de pollution. Julio Mas était océanologue. Selon lui, la Mar Menor est particulièrement vulnérable. Dans ces zones marines fermées, l'eau est rarement renouvelée et très riche en nutriments, ce qui entraîne une prolifération du phytoplancton. C'est cette abondance de nourriture qui provoque l'augmentation de la population de méduses. Le rivage porte les stigmates des infractions que Thomas dénonce près de chez lui. Les conséquences de l'agriculture et de l'élevage intensif se répercutent sur le taux de nitrate dans l'eau. Les eaux souterraines présentent désormais une concentration en nitrate allant de 150 à 200 mg par litre. Actuellement, l'Union européenne considère qu'une teneur en nitrate supérieure à 25 mg par litre n'est plus viable et requiert l'adoption de mesures répétées. Selon les estimations, 20% des nitrates présents dans cette eau sont dus aux élevages porcins. Il y a 2 ans, ces taux alarmants ont incité l'Union européenne à porter plainte contre l'Espagne. Mais depuis, la situation n'a guère évolué. Ramon Pagan veut nous montrer un autre endroit au bord de la Mar Menor, plus au sud. Son grand-père avait une maison ici. Enfant, il y passait ses vacances et se baignait presque tous les jours. C'est quelque chose dont les générations précédentes ont pu profiter, dont j'ai moi-même profité quand j'étais enfant et adolescent. Aujourd'hui, je ne peux plus y amener mes petits-enfants. C'est devenu absolument inenvisageable de se baigner dans cette eau. C'est notamment pour cette raison que cet ingénieur chimiste a décidé de s'engager. Il est aujourd'hui président du mouvement Pacto por el Mar Menor, qui a réussi à obtenir un statut de personnalité juridique pour la lagune. En tant que premier écosystème d'Europe, elle a désormais le droit d'être protégée, conservée et préservée. Tout près de là se trouve l'un des plus grands affluents de la Mar Menor. Il prend sa source dans l'arrière-pays de la région de Murcie, non loin de chez Thomas. On estime que 3 tonnes de nitrate se déversent quotidiennement dans la lagune. Et elle est incapable de les métaboliser. Comme les fosses à lisier des élevages porcins ne sont pas étanches et ne sont pas entretenues correctement, elles laissent filtrer les eaux usées dans la nappe phréatique, qui finissent par remonter à la surface et se déverser dans la Mar Menor. Ce sont les gens qui polluent qui devraient résoudre le problème. Mais ils ne font rien. Cet été, le gouvernement autonome de Murcie a reconnu avoir accordé un permis d'extension à au moins 70 élevages porcins sans avoir réalisé au préalable l'étude obligatoire sur les effets environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques sont à la botte des hommes d'affaires. Dès qu'ils veulent quelque chose, les politiques le leur accordent. Vu le nombre d'exploitations agricoles qu'il y a, il faudrait au moins qu'elles respectent les règles. Et ce n'est absolument pas le cas. Qu'ils ne viennent pas me dire le contraire, ces menteurs. Tôt le lendemain matin, Raphaël est en route. Lui aussi possède une porcherie. C'est ici que vivent les verras, les truies et les porcelets. 700 animaux en tout. Voici un mâle reproducteur ibérique Torbiscal. On voit bien les caractéristiques de la race. Cette couleur cuivrée, ses oreilles particulières, très grandes. Il est aussi très docile, comme on peut le voir, très calme. C'est ici qu'on garde les parents de tous les animaux qu'on élève ensuite dans la chênaie. Contrairement à ces porcs de consommation, les porcs de reproduction ne sortent pas dans les chênaies. Malgré tout, Raphaël tient à faire la distinction entre sa porcherie et les élevages industriels.
Une des différences essentielles par rapport à l'élevage intensif conventionnel, c'est que pendant cette phase, la truie a toujours la possibilité de sortir du box. On lui laisse constamment un accès à l'extérieur, pendant toute cette période. L'animal le sait, il est en meilleure forme. Mais ces bêtes ne sortent jamais dans la chaînaie. Le risque qu'une maladie affecte la prochaine génération de porcelets est trop grand. Raphaël est un fervent défenseur de l'élevage en plein air. Mais parfois, il trouve que les critiques adressées à ses collègues pratiquant l'élevage intensif sont exagérées. Il y a un pourcentage d'éleveurs qui s'en moquent. Mais la majorité des agriculteurs ne veulent pas que leurs animaux souffrent. Et puis un animal malade n'est pas rentable. Personne n'a les moyens d'élever un animal dans de mauvaises conditions. Pendant ce temps, dans le box des porcelets, les plus jeunes ont à peine 15 jours. Les truies reçoivent du fourrage et non des glands. Les box de naissance ne semblent pas très spacieux, mais d'après l'agriculteur, il y a une raison à ça. Ce porcelet qui vient de naître cherche la chaleur de sa mère. Il n'arrive pas à trouver de quoi téter. L'espace doit donc être suffisamment restreint pour que les porcelets puissent trouver rapidement les mamelles de leur mère. C'est la seule façon pour qu'ils aient rapidement du lait. La plupart des porcelets ont l'air en bonne santé, mais pour certains, l'éleveur émet des réserves. Ce porcelet a l'air un peu faible. Il est différent des autres. Je n'avais pas remarqué la diarrhée, mais son apparence ne me dit rien qui vaille. Alors que ces porcelets sont brillants. Ils ont le poil luisant quand ils vont bien. Et ceux-là aussi ont l'air plutôt robustes. Dans la porcherie, il peut intervenir directement si un porcelet est malade. Au bout d'un mois, les animaux sont séparés de leur mère et au bout de 3 semaines supplémentaires, ils peuvent sortir pour la première fois dans des paddocks clôturés et s'habituer progressivement au soleil et à la recherche de nourriture. Ce n'est qu'à l'âge de 4 mois qu'ils sortent dans les chaînaies. Si on relâchait l'animal dès l'âge de 2 mois dans la dehesa, dans un environnement sauvage, le changement serait trop brutal. La plupart ne survivraient pas. La porcherie est alimentée en électricité par des panneaux solaires. Pour le chauffage, Raphaël utilise la biomasse. Il y a 5 ans, il s'est vu décerner le prix de l'Association des jeunes agriculteurs pour son mode d'élevage durable. À l'entrée de sa ferme se trouve la fosse à lisier, conformément cimentée. Le lisier doit être stocké correctement pour ne pas polluer l'environnement et qu'il puisse servir d'engrais pour les champs. C'est important de faire ça bien et que le purin ne contamine pas les nappes phréatiques ou les marais. La seule vente de produits ibériques ne serait pas une activité rentable. C'est pourquoi Raphaël a décidé d'aménager des fermes pour se lancer dans le tourisme rural. Il complète ses revenus grâce à la vente d'agneaux et d'huile d'olive. Un modèle que tous les éleveurs sont loin de pouvoir copier. Qui veut du jambon? Raphaël, tu veux du jambon? Non? Rafa, tiens. Le métier d'éleveur de Raphaël ne suit pas les horaires de bureau classiques. Sa femme Anna est médecin et est elle-même très occupée. Mais il ne regrette pas une seconde d'être venu vivre à la campagne, surtout pour les enfants. C'est une vraie chance pour eux. Tous les enfants qui viennent ici sont ravis. Et les nôtres grandissent dans cet environnement. En Espagne aussi, les protestations contre la filière viande et les élevages porcins sont de plus en plus vives. Pour la famille Muñoz, cela pourrait être un avantage. Ici, les porcs vivent en liberté. On ne peut pas imaginer de meilleures conditions de vie et une plus grande liberté que dans les chaînaies. Je pense que les produits ibériques doivent rester fidèles à leurs origines et continuer à être fabriqués selon la méthode ancestrale, qui était déjà une méthode durable.